Être un marketeur B2B, c'est être constamment balancé entre les sujets stratégiques et la to-do list opérationnelle qui s'allonge, sans compter les relations avec les sales et le CEO. Mais tu n'as pas à être seul. Entre et installe-toi, bienvenue au Café du Market. Je suis Axel Kaetka, ex-responsable marketing et solopreneur, créateur du Café du Market, la communauté francophone réservée aux marketeurs B2B. Avec ce podcast, j'ai créé le contenu que j'aurais aimé écouter pour progresser encore plus vite quand j'ai pris mes premières responsabilités. On y débriefe les méthodes de base comme les dernières tendances marketing en compagnie des meilleurs experts du sujet. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux aussi t'abonner à la newsletter ou rejoindre directement la communauté pour échanger avec des pairs et donner un coup d'accélérateur à ta carrière. Et maintenant, détends-toi, prends ta boisson préférée et si tu entends des discussions intéressantes, sers-toi, c'est offert par la maison. Pour ce podcast, j'ai l'honneur d'être soutenu par ma solution de marketing automation préférée, c'est Pledzi. Si je t'en parle, c'est parce que je l'ai utilisé à titre pro et que j'en ai été pleinement satisfait. On le sait, quand on fait du marketing automation, ce qui est compliqué, c'est d'entretenir constamment des workflows de nurturing et de les mettre à jour avec de nouveaux contenus. Là où Pledzi est très fort, c'est qu'ils ont développé une campagne intelligente qui est capable de pousser automatiquement le bon contenu au bon moment à la bonne personne, en fonction de ses centres d'intérêt et du stade de maturité du lead. Ce qui ne gâche rien, c'est qu'ils ont une équipe au top, avec un service CSM dédié qui est là pour t'aider à mener à bien ton projet. Mais assez parlé, passons à l'épisode. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Café du Market. La première année en tant que CMO, elle est pleine de challenges, de nouveautés, entre la prise de hauteur sur les KPI, les relations avec d'autres C-level, le management. Les sujets, ils sont nombreux et parfois délicats à gérer, mais c'est aussi ce qui fait que c'est passionnant à vivre. Justement, pour revenir un petit peu sur ce changement-là, cette transition et cette première année, je suis avec Laura Primo, qui est CMO chez Let's Sign It et qui vient justement de traverser cette première année en tant que CMO. Bonjour Laura. Bonjour Axel. Bonjour à toutes et à tous. Écoute, c'est un plaisir de t'avoir sur le podcast. Déjà parce que en plus Let's Sign It, c'est une boîte marseillaise et du coup ça me fait plaisir d'avoir des copains au niveau local, on va dire. Et puis ensuite parce que j'allais dire, ça change un petit peu des épisodes bonnes pratiques qu'on peut faire d'habitude et puis ces sujets j'allais dire carrière, même si forcément ça va rester market quand même et puis on va parler de market, mais c'est quand même vachement intéressant parce qu'au final c'est des témoignages qu'on retrouve assez peu, donc c'est trop cool que tu aies accepté mon invitation sur ce sujet-là. Eh bien, je suis ravie, plaisir partagé. Merci pour l'invitation. Du coup, peut-être en introduction, alors après, on aura le temps du coup de revenir sur ton expérience chez Let's Sign It, mais est-ce que tu peux peut-être te présenter en quelques mots, s'il te plaît, déjà? Ouais. Alors, je m'appelle Laura Primo, j'ai 35 ans, je suis originaire de Nantes. Ça fait 12 ans que j'évolue dans le marketing B2B, dont 8 années dédiées au product marketing, qui est vraiment ma spécialité dans le monde du SaaS. J'ai travaillé au sein de différents secteurs de la tech, la learning tech, la HR tech, la fintech et plus récemment la work tech chez Swile où j'occupais le poste de Head of Product Marketing et donc je suis depuis novembre 2023 la directrice marketing de Let's Sign It ainsi qu'une heureuse habitante de Marseille depuis peu. Yes, sous le soleil. Exactement. Mais tu vois, alors ça c'est intéressant effectivement parce que du coup tu viens du product marketing. Tu vois, c'est dans les chemins un petit peu pour accéder au poste de CMO, c'est intéressant de voir ça. C'est vrai qu'on voit des profils product, je trouve ça assez logique parce que t'es sur tous les sujets un petit peu quand même stratégiques, que ce soit en termes de positionnement, de messaging, de user research, tout ça, c'est des parcours qui vont bien. C'est vrai qu'on voit aussi souvent de la demand gen qui arrive aussi peut-être avec un aspect un peu plus business. Enfin bon, bref, on aura l'occasion de parler de ça. Donc, t'étais Head of Product Marketing, t'es désormais CMO. C'était la première fois que tu arrives sur cette position, sur ce poste. Est-ce que tu peux du coup me décrire déjà ta vision du rôle et en quoi ça va différer de, au final, ton poste d'avant qui était déjà un petit peu responsable d'équipe, mais d'une équipe spécialiste au final? Ouais, très bonne question. Alors effectivement, le passage de Head of Product Marketing à CMO peut représenter un changement significatif, bien que pour moi, ça a été une évolution qui m'a paru en tout cas assez naturelle. Tu l'as dit, en tant que Head of Product Marketing, on a quand même un rôle qui est très central dans la boîte, puisqu'on se doit de collaborer avec l'ensemble des équipes et des parties prenantes, qu'elles soient produits tech, business, CS et marketing. Et on va agir sur des axes stratégiques de l'entreprise, comme le positionnement marché, tu l'as cité, le business model ou la stratégie produit. Donc, quand on est Head of PMM, finalement, on a, en tout cas normalement, développé des compétences transversales, stratégiques et opérationnelles, et une très bonne connaissance des enjeux de l'entreprise et des métiers qui vont être utiles à une prise de poste en tant que CMO. Donc ça, ce socle-là, je l'avais et du coup, il était assez rassurant dans ma prise de poste. Ce qui change véritablement, je dirais que c'est plutôt l'ampleur de la responsabilité.
D'abord d'un point de vue opérationnel, puisque il faut quand même le dire, on englobe dans son scope d'autres objectifs que ceux du product marketing. Les objectifs, par exemple, d'être garante de l'image globale de la marque et de sa notoriété sur le marché, ou de la génération de demandes à grande échelle. Et ça implique forcément d'avoir et de bâtir une vision plus holistique de ce qu'est le marketing et de savoir communiquer cette vision à son équipe et aux membres de son codir et à toute l'entreprise. Et d'ailleurs, à ce sujet, un des challenges que moi j'ai vécu et que je pense vivent beaucoup de directeurs, directrices marketing, c'est d'apprendre à savoir où placer le curseur entre demand gen / performance marketing et brand en termes d'investissement financier, mais aussi en termes de ressources et d'efforts dans l'équipe, et d'équilibrer finalement ces initiatives qui vont générer un impact immédiat sur la lead gen et la création de pipeline avec celles qui vont construire la valeur de la marque sur le long terme. Et c'était évidemment des sujets que moi, j'avais pas l'habitude de gérer en tant que Head of Product Marketing ou Product Marketing Manager. Alors, c'est pas toujours facile quand on arrive sur cette fonction de CMO de s'emparer de ces sujets. Mais effectivement, tu l'as dit, j'ai une équipe aujourd'hui qui est plus large et plus diverse que lorsque j'étais Head of Product Marketing, et une équipe qui a des compétences et des convictions fortes sur des aspects du marketing que je maîtrisais moins en arrivant et que je maîtrise d'ailleurs aujourd'hui, toujours moins que ces personnes expertes. L'autre dimension qui est peut-être importante à noter, en tout cas que j'ai vécu comme un challenge par rapport à mon ancien poste, je dirais que c'est la dimension financière qui est beaucoup plus présente sur le poste de CMO. Quand on est CMO, on est responsable d'un budget marketing global et on doit être capable de justifier les investissements en termes de ROI auprès du CEO, auprès du codir, auprès de son équipe. Et c'est évidemment un niveau de responsabilité financière que je n'avais pas en tant que Head of Product Marketing et qui est nouveau pour moi. Ok. Ah, très cool. Alors, t'as dit plusieurs sujets qui m'intéressent parce qu'effectivement, il y a ce sujet financier et puis au final, j'ai presque un petit peu envie de rapprocher ça de cet aspect balance entre demand gen et brand parce que les sujets, ils se rejoignent un peu dans la façon dont tu vas justifier le ROI des différentes actions et tout. Mais on va y revenir juste après parce que t'as dit un autre truc qui m'intéresse sur la gestion d'une équipe. Parce que ça, alors, du coup, tu avais une équipe Head of Product Marketing, mais dont tu étais l'expert, enfin, dont tu avais l'expertise au final. Et ça change quand même déjà pas mal de choses. Parce qu'au final, quand on passe sur des rôles de manager, on a tendance à dire, bah, tu vois, on a envie de prendre des bons experts et puis de les faire monter en responsabilité. Sauf qu'en fait, manager, c'est un autre travail. C'est plus tout à fait du marketing, entre guillemets. Et du coup, un des plus gros challenges dans cette évolution, c'est le côté gestion des équipes, gestion humaine, RH. Notamment, toi aussi, bah, on en a parlé au cours de cette année, tu es passé par une restructuration d'équipe. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu du coup cette évolution-là dans la gestion de l'équipe et donc dans cet aspect restructuration? Est-ce qu'il y a des choses qui ont bien marché, des choses qui se sont mal passées? Un petit peu, c'était quoi ton challenge par rapport à ça? Alors oui, alors déjà il faut savoir que les sujets de management m'intéressent depuis déjà très longtemps. C'est pas pour rien que je suis restée 6 voire 7 ans dans une boîte de la HR Tech sur des sujets précis de management et de relations manager-collaborateur. Tu l'as très bien dit, c'est pas parce qu'on est experte d'un sujet qu'on peut être manager demain. Ça nécessite soit du travail, soit de développer des compétences et notamment des soft skills qu'on a déjà chez nous, notamment de l'écoute, de l'empathie. Moi, ces sujets-là, ils m'animent énormément dans mon quotidien, que ce soit en tant que CMO ou sur mes précédents postes, et notamment le poste de Head of Product Marketing. Comment on fait aujourd'hui pour embarquer une équipe avec des compétences qu'on maîtrise pas forcément sur le bout des doigts. Bah, justement, on passe par des phases d'écoute, des one-one où on va aller questionner les attentes, les aspirations, les compétences de chacun et de chacune. Et puis, on va les challenger au regard des objectifs que nous, on se fixe pour l'équipe et des objectifs qui sont aussi partagés par l'entreprise et notamment le comité de direction. Donc, moi, en tout cas, chez Let's Sign It, lorsque je suis arrivée, je me suis vite rendu compte en questionnant les différentes parties prenantes de l'organisation et en questionnant aussi les membres de l'équipe qu'on avait une structure marketing
qui ne correspondait plus totalement à nos objectifs stratégiques et aussi aux attentes des people, et notamment qu'il y avait plusieurs overlaps entre les gens et un sentiment de dispersion ou de dilution des efforts à certains endroits. Donc tu l'as dit, un des premiers défis que j'ai eu, c'est vraiment les premières semaines, ça a été la restructuration, donc que j'ai appelé refocus parce que c'est pas une vraie restructuration, un refocus de l'organisation marketing pour justement retrouver finalement une agilité et un alignement entre les besoins, les aspirations et les compétences des gens et ce qui était attendu de nous par l'entreprise d'un point de vue marketing. Donc la première étape, ça a été beaucoup de discussions individuelles et collectives pour justement capter ces choses qui résonnaient chez les gens et puis évidemment leur souhait d'évolution et comprendre comment finalement intégrer tous ces éléments dans l'activité marketing et la roadmap marketing. Et puis, ça a été aussi beaucoup de discussions, alors là, plus ciblées avec mes deux direct reports qui sont le Head of Product Marketing et la Head of Marketing and Com, ainsi que ma CEO, pour co-construire finalement une nouvelle structure qui mettait l'accent sur des domaines clés du marketing qui n'étaient pas encore assez incarnés à ce moment-là, pardon. Donc ces domaines clés chez nous, ils sont la brand, l'acquisition, le content et le SEO, le product marketing et la communauté ou le community engagement, qui est un nouveau pôle du coup qu'on a formé au sein de l'équipe. Et donc, le but, en fait, c'était d'avoir des responsables de pôle. Donc, on a 5 personnes, 5 pôles dans l'équipe et d'amener justement cette accountability, cette responsabilisation des personnes sur des pôles très spécifiques avec évidemment des objectifs très spécifiques là aussi par rapport aux différents métiers. Et donc, de penser un peu plus la stratégie et peut-être moins la réaction aux demandes opérationnelles dans l'entreprise. Ce qui a bien fonctionné du coup, c'est la communication transparente tout au long du processus. Donc, comme je l'ai dit, c'est one-one, ces réunions régulières pour questionner, expliquer la vision, les raisons des changements et répondre aux questions. Ce qui a permis quand même de réduire largement l'anxiété qu'il pouvait y avoir vis-à-vis de ce refocus et d'obtenir, in fine, l'adhésion de l'équipe. Ce qui peut-être a été un des plus gros défis, même si c'est pas quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est plutôt de gérer les inquiétudes post-refocus, donc les inquiétudes de certains membres de l'équipe qui pouvaient se sentir menacés par les changements, notamment par rapport à la culture très collaborative de la team. Et donc, une phrase que j'ai beaucoup entendue par certains membres de mon équipe, ça a été si on se spécialise, si on devient responsable d'un pôle, on ne va plus collaborer ensemble. Là, on a l'habitude d'être tous et toutes plus ou moins sur les mêmes sujets à différents niveaux. Et du coup, on va couper la collaboration et voilà, j'ai peur que ça entache finalement la culture de l'équipe. Donc, il a fallu expliquer que c'est pas parce qu'on se responsabilise et qu'on prend en charge de manière plus stratégique la gestion d'un pôle qu'on va réduire les moments de collaboration. Juste ces moments, ils vont être mieux définis, peut-être plus efficaces aussi, et vraiment ciblés sur des besoins en termes de compétences ou en termes de gestion de projet, là où voilà, on avait tendance à être plutôt dans une dispersion. Donc voilà, là, il a fallu expliquer et puis aussi montrer par la preuve en lançant des projets et puis finalement en faisant en sorte que tout le monde soit investi au bon niveau, au bon endroit sur ces projets-là. Je voulais juste dire aussi, parce que tu l'as un petit peu questionné sur les choses peut-être qui avaient moins bien fonctionné au-delà de la gestion des craintes et de l'anxiété qui est tout à fait d'ailleurs normale vis-à-vis des changements. Je pense que ce qu'il faut garder en tête aussi, c'est la vitesse de transition lorsqu'on effectue une restructuration ou un refocus. Il ne faut pas sous-estimer le temps nécessaire pour que tout le monde s'adapte à la nouvelle structure. Et ça, je pense que en tant que dirigeant, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Il faut vraiment faire preuve de patience et savoir aussi ajuster le calendrier pour permettre une transition plus en douceur, même si on a des objectifs dans la roadmap qui sont très très forts et on a envie que la nouvelle structure soit opérationnelle et efficace rapidement. Il faut quand même prendre en compte qu'il y a des gens derrière et puis voilà, le changement nécessite forcément une phase d'adaptation, donc on peut pas être 100% performant sur son nouveau rôle, sa nouvelle mission dès le lendemain de la restructuration.
Ah bah écoute, tu fais bien d'ajouter ça parce que du coup tu me permets de poser une question intéressante. Effectivement, cette période de restructuration, ça s'est étalé sur combien de temps du coup? Alors, disons que donc moi, je suis arrivée en novembre 2023. On a posé le sujet, je pense, dès fin novembre. Et fin décembre, on avait une idée à peu près claire de ce qu'on voulait faire pour le début d'année 2024 et les changements, en tout cas la nouvelle structure, a été annoncée en Hollands en janvier et tout le monde a été embarqué dans le projet dès mi-fin janvier. Ok, d'accord. Donc c'est une période de 3 mois quoi, Ouais, 3 4 mois pour la mettre en place. Ok, très cool. Écoute, super intéressant. Bon, je veux dire, on pourrait en parler infiniment, mais du coup, je vais revenir quand même sur le sujet que t'as abordé. C'est ce sujet, au final, d'être capable de prendre de la hauteur sur les indicateurs marketing pour interagir avec le CEO, les autres chefs de service, notamment Head of Sales et CFO, enfin, par rapport à ce que tu dis, à la fois sur les objectifs business et puis sur la partie financière. Donc, bon, t'en as un petit peu parlé, mais forcément, cette évolution, tu l'as senti dans les relations, dans les exigences, dans le reporting. Enfin, bref, du coup, est-ce que tu peux, je veux dire, élaborer un petit peu sur cette partie-là, quoi. Oui, alors la question des KPIs, elle est pas nouvelle pour moi, puisque quand on est product marketer, souvent on a quand même l'habitude de reporter sur un ensemble de KPIs, d'ailleurs souvent très business. Donc le changement, ça a été surtout de savoir à quel niveau communiquer et auprès de qui. Donc effectivement, j'ai dû m'adapter pour communiquer efficacement avec le CEO, la CFO et les autres membres du CODIR sur des métriques marketing qui ont un réel impact, on va dire, business très concret. Donc la pression à ce niveau-là sur les objectifs, elle est certainement plus forte, comme d'ailleurs l'ensemble des membres du CODIR qui doivent aussi reporter sur d'autres KPIs. Pour moi, cette pression, je la trouve aussi stimulante, c'est-à-dire qu'elle m'a au moins appris à prioriser les KPIs justement qui vont avoir un impact direct sur notamment le pipeline et la croissance de l'entreprise. J'ai la chance aussi d'avoir un pôle data, enfin on a la chance d'avoir un pôle data assez performant en interne qui permet d'avoir rapidement les bons dashboards avec la bonne data vise, avec les bonnes métriques dont on a besoin pour ajuster nos stratégies et communiquer en interne. Donc à ce niveau-là, l'effort, il a surtout été de comprendre quelles étaient les attentes des membres du CODIR et de ma CEO en termes de reporting, et puis ensuite de consolider toute cette data pour pouvoir la communiquer de manière très très concrète et pour montrer que effectivement toutes les activités marketing qu'on mène génèrent finalement un impact très mesurable sur le business et la croissance économique de l'entreprise. Ensuite, il y a d'autres KPIs qui peuvent être beaucoup plus difficiles, on va dire, à collecter et à consolider, qui sont plutôt les KPIs, encore une fois, liés à la brand, à la notoriété, à la reconnaissance de la marque et aussi, donc j'en parlais tout à l'heure, les KPIs de product marketing qui sont peut-être des métriques mesurables à un peu plus long terme que des métriques comme celle de la lead gen par exemple, où on va aller justement mesurer l'impact de tout le travail product marketing par exemple sur la win-loss, on va aller mesurer le travail du sales enablement sur comment dire le close rate dans les cycles de vente. Donc ce sont des métriques qui sont peut-être moins facilement mesurables à court terme, mais qu'il faut savoir aussi expliquer et communiquer à un moment donné dans l'organisation. Ok. Et du coup, alors, j'allais dire, donc, qu'est-ce qui a changé un petit peu du coup dans ta façon de reporter peut-être tes principaux KPI aujourd'hui que tu vas regarder si tu dois en sélectionner je sais pas 5 ce seraient lesquels tu vois par rapport peut-être aux KPI sur lesquels tu reportais avant. Ouais, alors les KPIs donc sont la lead gen chaude et froide, la création de pipeline. Donc ça c'est vraiment l'objectif qu'on partage notamment avec les équipes sales. Ouais. On va regarder évidemment la croissance du MRR et donc de l'ARR. Et ensuite, on a des KPIs un peu plus fins et axés, on va dire, product marketing, qui sont le close rate, la win-loss. Et ensuite, des KPIs, on va dire, plus liés à l'interne, le degré de consommation de nos assets, marketing et product marketing, l'engagement des sales dans nos sessions d'enablement et de coaching. Donc voilà, ce sont les KPIs qu'on traque. Ok. Et ça, du coup, par rapport à tes discussions avec CEO, CFO, Head of Sales et tout, euh,
Du coup, forcément, tu vas sélectionner, tu vois, j'imagine que peut-être l'implication des sales dans le sales enablement ou en tout cas dans l'utilisation des contenus marketing, c'est peut-être pas quelque chose dont tu vas parler avec ta CEO, quoi. Non, 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 complètement. Ouais. Moi, au niveau de la CEO et enfin de ma CEO et de la CFO, je vais justement reporter sur ces trois, enfin plutôt ces deux KPIs majeurs qui sont la pipeline creation et la croissance de l'ARR. Et ensuite, en fonction des meetings, puisqu'évidemment là, je te parle de reporting lors de sessions de codir Ouais. ou autres, et on va avoir après des sessions plus spécifiques, par exemple sur justement le close rate des sales. Et là, du coup, on va diguer sur d'autres KPIs avec ma CEO qui sont plus liés aussi au travail, encore une fois, du product marketing. Mais voilà, du coup, il y a des sessions spécifiques en fonction de la data qu'on souhaite analyser et consolider. Mais ce sont voilà, les KPIs majeurs, ouais, c'est vraiment pipeline et ARR. Ouais. Ça, tu vois, c'est vraiment, je trouve quand tu veux accéder en tout cas à ce genre de responsabilité, mais chez les CMO, même si on redescend à Head of Marketing, tu vois, dans les boîtes peut-être moins matures et tout, quand tu veux pouvoir échanger avec le CEO et le Head of Sales et puis être crédible, cette capacité de prendre de la hauteur au final sur les KPI business et puis de sortir un petit peu des KPI marketing qu'on va voir, j'allais dire lead gen, mais peut-être très top of funnel, trafic, taux de Oui, conversion du site, génération de lead et tout, c'est tellement riche, en fait, c'est d'être capable de se projeter comme ça au niveau business sur l'impact réel, donc en pipeline et puis comme tu l'as dit, en MRR, en ARR. C'est une évolution marketing. En tout cas, je pense que plus tôt on le comprend, plus vite on est capable de se projeter sur ce genre d'évolution-là en termes de carrière, quoi. complètement. Et c'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais pour moi, un des plus gros drivers au travail, c'est vraiment la recherche et la mesure de l'impact. Donc, quand on a accès à cette data et qu'on est capable, en tout cas qu'on sait la communiquer aux bonnes personnes et au bon niveau, c'est forcément pour une personne comme moi très gratifiant de pouvoir vérifier très rapidement l'impact du travail de l'équipe et de son travail sur la croissance de l'entreprise et les objectifs stratégiques. Donc voilà, c'est sûr que quand il y a toujours un biais, c'est ce que je disais en introduction tout à l'heure. On aimerait parfois travailler sur d'autres aspects du marketing et notamment de la brand avec du coup des KPIs ou en tout cas un ROI qui est moins facilement mesurable, mais on a quand même ces KPIs là voilà, de la growth, du performance marketing qui sont importants et qui viennent nous rassurer aussi dans un contexte économique incertain sur notre capacité quand même à délivrer les résultats attendus par le marketing et à faire en sorte que nos sales continuent d'être performants aussi sur le marché, même encore une fois, surtout pour nous, dans un écosystème concurrentiel qui est quand même assez féroce. Et par rapport à ça, du coup, justement sur ce sujet brand, dans tes discussions avec la CFO, je dis là, hein, si j'ai bien entendu, euh, c'est quelque chose qui est, enfin, sur l'aspect demand gen, j'imagine MRR, ARR, tu dois vite réussir à t'aligner avec la CFO. Dans les discussions sur les budgets brand et tout, c'est quelque chose qui est, enfin, qui est pas problématique, mais en tout cas, t'as des astuces, en tout cas, que tu vois, t'arrives à discuter par rapport à ça. Alors, avec ma CFO, on parle pas On vraiment n'en des reparle pas, on occulte. On parle plus avec ma CEO Capucine. C'est vrai que bon, elle est assez. Alors, point important, ma CEO était avant CMO de l'entreprise, donc elle connaît très 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 bien Une bonne sensibilité la market, ouais. voilà exactement la fonction marketing. C'est quelqu'un qui est évidemment très convaincu par l'investissement en brand. Donc, il n'y a pas besoin de justifier le pourquoi on va aller faire des opérations ou des activations brand. C'est plus, enfin, évidemment, là, pour des boîtes comme la nôtre et dans ce contexte économique, il faut quand même savoir délivrer aussi rapidement des résultats et puis aussi nourrir nos équipes sales, évidemment en lead chaud, et nos équipes BDR en lead froid. Il faut savoir où mettre le curseur. Mais en tout cas, j'ai pas besoin de justifier d'une action brand, surtout que, et là pour répondre à ta question,
on voit quand même si c'est pas à court terme, mais au moins à moyen terme, les effets de toutes nos activations et de nos opérations brand et des contenus vraiment top of the funnel qu'on crée sur le business. On voit les effets parce que on est dans on est dans une stratégie multicanal, multi-touch, et au bout d'un moment, on sait très bien que un prospect grand compte, en tout cas, on arrive à le traquer. Un prospect grand compte finalement arrive chez nous parce que à un moment, il nous a rencontrés sur un événement communautaire, par exemple, qu'on fait avec J'ai un pote dans la com, 100% gratuit dédié aux directions marketing et brand. Ensuite, il a consulté un contenu en non-gaité, qui est un contenu noto qui correspond évidemment à ses pain points et qui parle de sa verticale, de son secteur d'activité. Donc ça, on arrive quand même à le traquer. C'est juste que ça prend plus de temps de comprendre que cette touche-là, brand, finalement, a réussi à générer un lead chaud derrière et à être converti par nos sales. Ok, très cool. Bon, écoute, merci en tout cas pour tout ce retour d'expérience. C'était super intéressant. Bon, on a déjà un petit peu parlé de challenge, mais j'aime bien conclure un petit peu là-dessus, tu vois, parce qu'on parle de bonnes pratiques. C'est vrai qu'on essaie toujours dans les podcasts de donner des choses qui marchent, tu vois, pour avoir des tips et tout. Moi, j'aime bien montrer aussi un peu l'envers de la médaille, parce qu'on a tous des galères. Et puis si tout marchait, ce serait trop simple. C'est quoi rapidement tes plus gros challenges du moment? Alors, mes plus gros challenges du moment, je dirais que justement, c'est d'optimiser notre ROI marketing dans un contexte économique qui est quand même incertain. Il faut savoir, et on n'en a pas parlé, que vraiment un des gros chantiers de cette année, ça a été l'optimisation de notre funnel marketing et l'équilibrage de nos efforts inbound et outbound. Donc, Ouais. pour l'inbound, on a cherché vraiment à diversifier davantage nos canaux d'acquisition, puisqu'en 2023, tu le sais pas, mais notre principal canal d'acquisition était le SIA, et Ok. on sait tous et toutes que Google Ads tend à devenir de plus en plus une boîte noire qui peut vite s'avérer être un gouffre financier. Donc on a largement développé notamment notre approche du SEO, ce qui nous a permis d'ailleurs ces derniers mois de diviser par deux ou trois le budget SIA sans perdre en volume et en qualité des leads. On a aussi beaucoup travaillé sur notre stratégie content, donc sur le haut et le milieu du funnel principalement, par ICP, par vertical, avec vraiment deux objectifs qui sont la notoriété et la génération de lead froid pour nos BDR. Et aujourd'hui, on travaille à l'optimisation de notre stratégie de nurturing avec des contenus là pour le coup plus bas de funnel. Et on a misé aussi, donc là pour soutenir vraiment la stratégie de sales outbound grand compte, sur l'événementiel, qui était quelque chose que finalement Let's It faisait peu auparavant, en tout cas ces dernières années, en participant de plus en plus à des dîners privés, des événements premium B2B qui vont rassembler nos personas, donc direction marketing, brandcom et direction IT. Et voilà, aujourd'hui, c'est un gros poste de dépense dans le budget marketing. Donc là, vraiment, le challenge pour ces prochains mois, je dirais que c'est de continuer finalement à bâtir sur là ce qu'on a commencé à construire et les fondations qu'on a posées ces derniers mois. Et donc de continuer à optimiser vraiment notre ROI marketing en continuant de diversifier nos canaux d'acquisition, en allant explorer de nouvelles approches. Comme là, tu vois, récemment, on a lancé le marketing d'influence B2B, on lance des opérations de co-branding. Et vraiment, le but pour nous, en tout cas là, au sein de l'équipe marketing, c'est la performance. Alors certes, il y a toujours la brand, mais c'est la performance de nos actions, de nos activités pour vraiment maximiser notre impact avec un budget qui est évidemment contraint et qui évidemment évoluera au fil du temps. Mais voilà, aujourd'hui, il faut qu'on arrive à montrer qu'on a de l'impact réel et qu'on est capable d'aller inventer, créer des nouvelles choses, être beaucoup plus aussi créatif justement dans notre approche du marketing B2B qui est parfois peut-être un peu poussiéreux. Donc on va aller chercher aussi de nouvelles manières de communiquer avec notre audience qui sont peut-être un peu plus humoristiques, basées vraiment sur leur point de douleur, mais de la vie de tous les jours et pas forcément voilà leur pain point de je suis directeur ou directrice marketing d'un grand groupe. Donc voilà, donc ça c'est un des enjeux qu'on a déjà commencé à bien travailler, mais sur lequel il faut vraiment maintenir un rythme de croisière. Le deuxième vraiment gros défi, je pense qu'il est très lié justement au product marketing. Je l'ai mentionné très rapidement, on est nous sur un marché concurrentiel qui est très fort et qui a tendance à s'intensifier.
Donc là, tout l'enjeu, c'est de comprendre comment, d'un point de vue product marketing, on arrive à mieux soutenir nos activités business. Et je dis business au sens large volontairement, puisqu'il y a sales et il y a CS, qui sont aussi des générateurs de valeur, notamment sur l'upsell. Donc c'est comment on arrive à les soutenir via évidemment de la création d'assets, via du partage d'intelligence, donc intelligence marché, intelligence concurrentielle, via des sessions de sales enablement et de coaching, à la fois pour les équipes mid-market qui subissent de plein fouet, on va dire, justement cet écosystème concurrentiel très fort, et nos équipes grands comptes qui vont avoir d'autres besoins sur du plus long terme parce que les cycles de vente sont très longs. Donc, comment on les aide aussi à peut-être à multiplier les touches avec les décisionnaires et à parler avec le bon contenu et la bonne forme aux bonnes personnes. Et voilà comment on aide finalement toutes ces personnes à transformer plus rapidement dans leur cycle de vente. Donc c'est un gros challenge parce qu'on a déjà mis en place beaucoup de process et beaucoup de réunions, beaucoup d'intelligence côté product marketing dans l'organisation. Mais voilà, il faut qu'on trouve une manière de craquer encore certaines choses qui sont, oui, très liées à la concurrence, très liées aussi, pardon, je l'ai pas mentionné, mais vis-à-vis de la concurrence, on a certains concurrents qui sont beaucoup plus agressifs que nous sur des aspects des stratégies tarifaires. Donc, c'est comment aussi Ouais. nous, on repense notre business model et notre stratégie tarifaire sans perdre en proposition de valeur et évidemment en différenciant par rapport à la concurrence, mais tout en peut-être en allant un petit peu plus vers du competitive pricing ou en renforçant justement le value added pricing, donc la valeur qu'on propose derrière le prix Mm. qu'on arrive à mettre en avant. Donc voilà, il y a plein de sujets product marketing qui vont être là, qui sont en cours évidemment d'être taclés, mais sur lesquels il va falloir qu'on mette vraiment beaucoup d'efforts ces prochains mois. Et donc voilà, ça c'est un deuxième enjeu très fort. Et je dirais que le troisième peut-être défi qui est bon un challenge, c'est le fait de répliquer là tout ce qu'on a construit sur la France, sur notre marché US, puisque du coup on a une antenne au Ouais. Canada qui sert le marché nord-américain. Et aujourd'hui, l'inbound marketing repose essentiellement sur du SIA aussi, donc comme finalement Let's Sign It France en début 2023. 2023, voilà. Et donc aujourd'hui, on voit bien que on touche un plafond de verre avec Google Ads sur le marché nord-américain. Donc pareil, le but c'est d'aller capter de l'intelligence marché, de l'intelligence ICP, persona sur ces marchés-là, et puis d'essayer de diversifier justement nos leviers d'acquisition en allant proposer de nouvelles choses, que ce soit du SMA, du contenu organique, peut-être aussi de l'influence B2B. Aujourd'hui, je sais pas te dire, on est en discussion là-dessus, mais je sais pas te dire si ça marche vraiment aux US comme en France. Mais voilà, le but, c'est de répliquer vraiment le modèle qui fonctionne en France sur le marché US et potentiellement, si on voit des effets bénéfiques, d'utiliser justement toute cette intelligence-là pour aller attaquer potentiellement demain de nouveaux marchés internationaux et notamment européens avec cette tactique qui fonctionne. Très cool. Écoute, c'est super intéressant. J'aurais envie de te dire, viens, on refait un épisode par sujet. Mais on le refera peut-être. C'est trop cool. Écoute, encore une fois, merci pour tout ça et puis ta transparence et ton retour d'expérience, c'est super intéressant. Euh, Malheureusement, on va être obligé de conclure, mais si on devait résumer notre échange et puis retenir un conseil que tu aurais envie de mettre en avant pour un marketeur peut-être qui s'apprête à prendre son premier poste de CMO, ce serait quoi? Alors, le conseil que je donnerais à un marketeur qui va vivre cette transition, ce serait vraiment de cultiver la mentalité de ce qu'on appelle le T-shaped marketer, c'est-à-dire d'avoir une connaissance large, ou en tout cas de s'efforcer d'avoir une connaissance large de tous les aspects du marketing, donc qui sont le haut du T, tout en maintenant une expertise pointue dans un ou deux domaines du marketing qui sont finalement les domaines de prédilection de la personne qui va devenir CMO. Donc là, c'est la barre verticale du T. Et je pense que c'est important de se rappeler que c'est tout à fait OK de ne pas être expert ou experte sur tout, parce que de toute manière, ce n'est pas ce qu'on nous demande en tant que CMO.
Par contre, oui, ce qu'on nous demande, c'est de savoir s'entourer des bonnes personnes qui maîtrisent ou qui peuvent développer ces expertises potentiellement qui nous manquent, ou en tout cas qu'on a encore à développer. L'important, c'est d'être à l'écoute de ces personnes pour savoir comment les embarquer dans une vision globale marketing et comment les faire grandir au sein de l'équipe, même si on ne maîtrise pas à 100% leurs compétences. On maîtrise potentiellement des modèles de montée en compétences et des modèles de renforcement des expertises ou des soft skills. Et voilà, de manière globale, je dirais qu'il faut s'appuyer sur les gens parce que je crois fermement que les people sont nos meilleurs assets, d'ailleurs que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. Donc voilà, il faut s'appuyer sur les gens, évidemment les gens de son équipe, il faut s'appuyer sur les gens dans l'entreprise qui sont des ressources vraiment génialissimes pour apprendre parce qu'elles peuvent vous partager en fonction de leur expérience dans la boîte ce qui marche, ce qui ne marche pas, leurs attentes, leurs défis, leurs objectifs et nous, en tant que CMO, on peut capitaliser là-dessus et d'ailleurs, il faut capitaliser là-dessus. Et puis, il faut s'appuyer aussi sur les gens de l'extérieur. Donc, il y a énormément de choses qui existent, évidemment, beaucoup de littérature en ligne, des podcasts comme le tien et qui sont des mines d'or d'informations, Axel. Et puis, il y a ces pairs qu'on peut contacter aujourd'hui très facilement via LinkedIn. Et moi, c'est ce que je fais de manière régulière, qui peuvent déjà nous conforter dans nos choix, nous apprendre de nouvelles choses, nous partager aussi des craintes qu'on pourrait avoir et c'est toujours important de savoir que d'autres personnes au même poste vivent la même réalité que nous. Et voilà, on est capable d'apprendre aussi de leur succès ou des choses qui fonctionnent chez eux. Donc voilà, mon conseil, c'est de garder cette curiosité de l'autre à tout niveau de l'entreprise et en dehors de l'entreprise et de se souvenir qu'on n'est pas tout seul. Très cool. Écoute, je ne peux qu'appuyer sur tout ce que tu viens de dire, forcément. Écoute, encore une fois, merci pour tout, Laura. C'était un plaisir. Tu l'as dit, du coup, si jamais il y a des petites questions pour toi, t'es présente sur LinkedIn, donc on peut peut-être te retrouver là. Et puis, encore une fois, merci beaucoup. Et puis, moi, je te souhaite une bonne journée, du coup. Merci beaucoup, Axel. C'était un plaisir. Très bonne journée. Salut. À tous ceux qui ont tenu jusqu'ici, déjà, merci beaucoup. Et j'imagine que le sujet vous a plu. Donc n'hésitez pas à envoyer de bonnes ondes à notre invité. Pour ceux qui le souhaitent, le meilleur moyen de soutenir le podcast, ça reste d'en parler autour de vous et de laisser 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Je compte sur toi. Dans tous les cas, à bientôt pour un prochain rendez-vous au Café du Market.